printemps 1997, l'Afrique du Sud devient le théâtre d'une vague de crimes brutaux qui glace le sang des habitants. Il détestait vraiment les femmes. Il leur vouait une haine dévorante. 19 jeunes femmes vont tomber dans les griffes du tueur et trouver la mort dans ces vastes champs de canne à sucre aux portes de Durban. Nul ne les entend alors crier. Elles sont ligotées, bâillonnées et assassinées par ce tueur qui a commencé par gagner leur confiance pour mieux la trahir. On voyait qu'elle avait eu une mort douloureuse. Et aujourd'hui, je pense encore à elle. Voici l'histoire d'une affaire criminelle qui a choqué l'Afrique du Sud. Il fallait arrêter cet homme. Elle vous sera racontée par les enquêteurs et les scientifiques qui ont mené la traque. On sait que les tueurs en série continuent de tuer. Et tant qu'il ne sera pas arrêté ou tué, il va poursuivre son massacre. Voici l'histoire de l'étrangleur de Phoenix. Durban, en Afrique du Sud. Située au bord de l'océan Indien, c'est l'une des villes à la croissance la plus rapide de l'hémisphère sud. Et si par le passé ces kilomètres de plages superbes sont le terrain de jeu exclusif des Afrikaners, dès l'abolition de l'apartheid, la ville attire une multitude d'Africains noirs qui rêvent de trouver leur place dans l'économie urbaine. Bon nombre d'entre eux finissent dans ces camps de squatteurs aux abords de la ville. Au milieu des années 90, on y dénombre une moyenne de 2000 meurtres par an. La violence fait partie du quotidien. À l'époque, le taux de criminalité de Durban était élevé, surtout en ce qui concernait les meurtres et les attaques à main armée. L'inspecteur Bushi Singh a consacré 26 années de sa vie à la lutte contre le crime à Durban et dans sa région. Une véritable gageure. Tous ces gens qui vivent dans les camps de squatteurs viennent des zones rurales. Ce sont des anciens fermiers qui se rapprochent de la ville en espérant trouver une vie meilleure. Et quand ils arrivent ici, ils partent vivre dans une cabane, ou bien ils louent une chambre quelque part. C'est pour ça que s'il leur arrive quelque chose, c'est très dur de les identifier. Et on n'a aucun moyen d'informer leur famille, leurs amis. Ils ne sauront jamais que leur proche a disparu, ou qu'il est à l'hôpital, ou encore à la morgue. Février 1997. Un ouvrier travaillant dans les champs de canne à sucre près de Durban fait une bien macabre découverte. Un cadavre en état de décomposition avancée. Ses pieds et ses mains sont attachés avec des lambeaux de vêtements déchirés. Unité 320 à vous. Je suis sur place, l'ouvrier m'a fait voir le corps. Il y a bien un cadavre. Le sergent-inspecteur Marcus Naidoo est dépêché sur les lieux. Le corps était à un stade de décomposition très avancé. J'ai pas pu déterminer l'ethnie de la victime. J'ai su que c'était une femme quand j'ai remarqué un petit jupon blanc. Mais impossible d'établir la cause de la mort. Mis à part les ligatures au niveau des pieds et des mains, aucun élément ne permettait d'envisager la cause de la mort. La police ne le sait pas encore, mais ce cadavre n'est que le premier d'une longue série de victimes. Deux mois et demi après la découverte de la première dépouille dans les champs de canne à sucre, un chauffeur de camion trouve un autre corps, lui aussi déjà extrêmement décomposé, tout près de la scène de crime découverte en février. Cette victime est elle aussi ligotée et bâillonnée, et le corps a été brûlé. Au cours des semaines suivantes, les corps de plusieurs autres jeunes femmes noires sont retrouvés dans cette même zone. Un en mai, puis 4 au mois de juin. Lloyd Arjunan et ses collègues de la police de Phoenix commencent alors à déceler d'inquiétantes similitudes. La plupart des victimes avaient les mains ou les pieds liés, voire les deux. Sur certaines, on a observé des ligatures autour du cou. Et chez la majorité des victimes, on a aussi retrouvé un bâillon enfoncé dans la bouche.
Mais impossible d'identifier ses victimes d'après les corps calcinés. C'est là l'un des obstacles majeurs auxquels se heurtent les enquêteurs. Ces champs de canne à sucre regorgent de sangliers sauvages, de serpents venimeux et de rats gigantesques. Juste avant la récolte, les ouvriers incendient les champs pour faire fuir les nuisibles. Mais ce faisant, et à leur insu, ils ont également brûlé les corps cachés là. Il sera désormais virtuellement impossible d'identifier les victimes. Il semblerait que le suspect savait que les champs allaient être incendiés. C'est ce qui l'aurait poussé à placer les corps ici. De cette manière, la dépouille était sûre de brûler dans l'incendie du champ. Ce tueur est brutal, mais il n'en est pas moins intelligent. Il sait que la destruction des cadavres et des scènes de crime compliqueront la tâche de la police lancée à ses trousses. Jusque-là, 7 jeunes femmes ont déjà perdu la vie dans les champs de canne à sucre. Mais bien d'autres encore mourront avant que la police n'arrête enfin l'étrangleur de Phoenix. Afrique du Sud, 1997. Les restes calcinés de 7 jeunes femmes sont découverts dans des champs de canne à sucre dans la banlieue de Durban. On fait appel à des inspecteurs de la police criminelle de Durban pour superviser l'enquête. À la tête de cette unité, le chef de section, Philippe Verduizen. Il confirme rapidement que ces meurtres sont l'œuvre d'un unique tueur. L'examen des corps a révélé que toutes les victimes avaient été étranglées à l'aide d'une ligature. Et on voyait aisément que des pièces de vêtements, ou en tout cas de tissu, avaient été enfoncées dans leur bouche. La méticulosité dont le tueur a fait preuve pour ligoter ses victimes laisse à penser qu'il s'agit d'un type bien particulier de serial killer. Mais la police entre en terre inconnue. Il y a toujours eu des tueurs en série en Afrique du Sud, mais l'idée que la police enquête de façon particulière sur les crimes en série était toute nouvelle. Le docteur Mickey Pistorius est alors à la tête de l'unité de psychocriminologie de la police d'Afrique du Sud. Les profileurs américains ont développé un système avec lequel on peut classer les tueurs en série selon qu'ils sont organisés ou désorganisés. Le tueur désorganisé n'a pas toujours conscience de ses actes. Ils peuvent avoir différents mobiles. Ils sont souvent beaucoup plus faciles à arrêter parce qu'ils sont souvent eux-mêmes désorientés. Alors que le tueur en série organisé sera plutôt un psychopathe. En général, il a parfaitement conscience de ses actes. Il planifie ses meurtres et sélectionne ses proies de façon très précise. Ils sont très durs à arrêter. La manière distinctive dont les victimes ont été étranglées suggère au docteur Pistorius que l'on a affaire à un tueur en série organisé. Elle espère qu'en étudiant la façon dont il a attaqué ses victimes, elle pourra esquisser les grandes lignes de la personnalité du meurtrier. Les serial killers ont tous une signature bien définie, qu'on observe sur la scène du crime. Pour nous, c'est comme s'il laissait quelque chose, un fragment de sa personnalité. Nous sommes tous gouvernés par nos habitudes. Le tueur en série ne fait pas exception. Et celui-ci a une marque de fabrique très claire. La signature spécifique de ce tueur, c'était les ligatures qu'il utilisait. Il était évident qu'elles étaient toutes similaires. La disposition distinctive des liens autour de la tête de la victime et le bâillon indiquaient qu'il s'agissait du même individu. C'était sa signature. La police sait donc comment le meurtrier tue. Mais s'ils veulent faire avancer l'enquête, il leur faut à tout prix resserrer le faisceau de leur investigation. La tâche s'annonce ardue. Les cadavres ont été trouvés dans les vastes étendues à l'ouest de Durban, qui sont recouvertes de champs de canne à sucre. Et ces plantations sont parcourues par un véritable labyrinthe de pistes poussiéreuses, de chemins et de tranchées coupe-feu. Aux abords des champs, on trouve une variété de banlieues, d'anciens ghettos et de camps de squatteurs. À chaque lieu, son groupe racial. Les inspecteurs Bushy Singh et Alan Alford connaissent bien cette région. Là, sur ma gauche, on peut voir la zone résidentielle au loin. On l'appelle le mont Edgecombe. C'est une zone résidentielle à prédominance blanche. De l'autre côté de l'autoroute, il y a 2 autres zones résidentielles, l'une à côté de l'autre. Directement derrière, il y a Komoshi, c'est un ancien ghetto noir. Ensuite, il y a Bestas, un camp de squatteurs. Et si on repart vers la droite, on tombe sur une communauté majoritairement indienne. C'est dans cette zone que les premières victimes ont été retrouvées. Le tueur peut vivre dans n'importe laquelle des communautés bordant les plantations de canne à sucre.
Le retrouver demandera donc un travail de fourmi. Mais grâce à sa connaissance poussée des mécanismes des tueurs en série, le docteur Mickey Pistorius va fournir à la police une indication de taille. D'ordinaire, les tueurs en série opèrent de façon intraraciale. Cela signifie qu'ils choisissent des victimes de la même race qu'eux. C'est une avancée majeure, la première depuis le début de l'enquête. On a donc réduit notre investigation au type d'individus qu'on recherchait à partir de là. Dans cette affaire, les victimes étaient des femmes noires. Nous savions donc que notre coupable était un homme noir. Les enquêteurs peuvent également présumer que pour gagner aussi aisément la confiance de ses victimes, le meurtrier doit être dans la même tranche d'âge qu'elle. Cet homme a déjà brutalement assassiné au moins 7 jeunes femmes. Mais les inspecteurs le savent bien, tant qu'il est en liberté, rien ne l'empêche de tuer encore et encore. Le serial killer est poussé par ses fantasmes sexuels. S'il cesse de tuer, c'est qu'il a été arrêté ou mis en prison, ou bien qu'il est mort. Parce que quand il tue sa victime, il n'éprouve jamais la satisfaction complète de son fantasme. C'est pourquoi il repart toujours en quête d'une nouvelle proie, pour essayer d'atteindre la perfection dans son fantasme sexuel. L'enquête se concentre maintenant sur les anciens ghettos et les camps de squatteurs aux abords des champs de canne peuplés de Noirs. Mais ces quartiers sont bien souvent des zones de non-droit, et leurs habitants hostiles envers la police les rendent inaccessibles aux policiers blancs. Les gens se méfiaient beaucoup de la police. Et pendant de nombreuses années, la police n'était pas du tout la bienvenue dans des zones comme celle-là. Le chef de section Alan Alford fait alors partie de l'équipe qui peine à faire avancer l'enquête. Les circonstances ne jouent pas en leur faveur. Un crime pouvait très bien être perpétré devant 100 témoins sans que personne ne se manifeste. Et il y a 2 raisons. C'est à double tranchant. La première raison, c'est qu'il se méfiait de la police. Et la deuxième, le suspect venait presque toujours de la même communauté que les témoins. Donc ces témoins pouvaient subir des représailles s'ils devaient être identifiés en tant que témoins ou encore comme informateurs. Dans leur bureau de Durban, les policiers se mettent à éplucher des centaines de dossiers plus anciens, dans l'espoir de trouver des meurtres pouvant être attribués au même tueur. Très vite, les meurtres de 3 autres jeunes femmes sont reliés à l'enquête. Les circonstances de leur mort sont identiques. Le funeste tableau de chasse de l'étrangleur affiche désormais 10 victimes. Mais il est quasiment impossible d'identifier ces corps. La police et l'expert légiste Steve Naidoo se heurtent à un mur. Pour identifier un corps, on dépend principalement de dossiers dentaires préexistants. Mais en Afrique du Sud, une très grande partie de la population rurale n'a pas accès aux soins dentaires. En tout cas, pas comme cela peut être le cas pour une population plus urbaine. Il n'existe aucun dossier dentaire. Les légistes ne pourront donc compter que sur les échantillons d'ADN prélevés au plus profond des dépouilles, à l'abri des ravages de la décomposition et des insectes, c'est-à-dire dans la moelle osseuse ou la pulpe dentaire. Pour cela, il nous suffit de déboîter la hanche. En effet, on a constaté que c'est dans la tête, le col et le reste du fémur qu'on trouvait les meilleurs échantillons. C'est aussi le cas dans les racines dentaires. Cet ADN permettra aux experts légistes d'effectuer une comparaison entre le code génétique unique d'un cadavre et un échantillon antérieur, prélevé par exemple sur un peigne ou une brosse à dents utilisée par la victime avant sa mort. L'enquête dure depuis 2 semaines et la police va faire un grand bond en avant. On parvient enfin à identifier l'une des victimes. Cette jeune femme zoulou s'appelle Lengiwe Mfeka. Elle a disparu de chez elle à Phoenix le 14 avril. Elle laisse derrière elle son bébé, une petite fille. C'est sa mère qui a formellement identifié sa dépouille. Quand j'ai vu le corps de ma fille à la morgue, j'ai failli m'évanouir. J'étais très choquée. C'est sûrement par la grâce de Dieu que j'avais décidé de lui faire une tresse ce fameux dimanche. Parce que si je n'avais pas vu cette tresse, je ne l'aurais jamais reconnue.
Le corps était très décomposé. Elle était couverte de verre. Je n'avais jamais rien vu de pareil de toute ma vie. Le jour de sa disparition, Linguiwe est allée faire des courses. Mais à son retour, elle annonce qu'un homme est venu la voir pour lui proposer un emploi en ville dans un hôtel. Il l'attend dehors, accompagné d'une autre femme. La grande sœur de Linguiwe, Grace, se méfie de cet inconnu. Je lui ai dit, « Tu te pavanes en promettant du travail aux gens à l'hôtel. Et tu dis qu'ils vont gagner des fortunes. Mais tu es tout débraillé. Tes sandales ont l'air bon marché et ton pantalon est miteux lui aussi. » Il a répondu qu'il avait bien un travail, mais j'avais un mauvais pressentiment. Sa toilette terminée, Linguiwe rejoint l'homme et l'autre femme. Ils vont marcher jusqu'à Durban. Grace va les accompagner, mais peu de temps seulement. Au bout d'un moment, l'autre fille est partie. Ma sœur se retrouvait toute seule avec cet homme. Alarmée, Grace essaie de persuader sa sœur de ne pas suivre l'inconnu. Mais Linguiwe s'éloigne avec lui, et Grace se précipite chez elle pour demander conseil à sa sœur aînée. Ma grande sœur m'a dit de courir la rattraper, mais je ne les ai pas trouvées. Elle avait disparu sans laisser de traces avec cet homme. Il l'avait emmenée. La famille Mfeka ne reverra jamais Linguiwe vivante. Dix jeunes femmes ont déjà été tuées, apparemment choisies au hasard par un inconnu. Pour le docteur Mickey Pistorius, psychologue, il n'y a qu'un seul moyen de capturer cet homme. Il faut entrer dans sa tête. Il faut penser comme le tueur. Le tueur ne connaissait pas le nom de la jeune fille quand il l'a choisie. Il faut donc entrer dans le crâne de cet homme et essayer de comprendre qu'est-ce que cette fille-là avait de particulier pour le pousser à la choisir. Même dans une communauté où la violence, le viol et le meurtre font partie de la routine quotidienne, des rumeurs persistantes selon lesquelles un tueur en série s'en prenait aux jeunes filles se mettent à circuler. Janie Meyer, journaliste à Durban, se souvient de la première fois qu'elle a entendu parler de l'affaire. Quand on a appris qu'il y avait probablement un tueur en série qui sévissait dans les parages, c'était vraiment une nouvelle palpitante pour nous autres journalistes. Nous n'avions encore jamais couvert d'affaires de ce genre. Je crois qu'on croisait tous les doigts pour qu'il s'agisse bien d'un vrai tueur en série et pas de meurtres sans lien entre eux. Mais l'enquête n'en est encore qu'à ses débuts, et la police ordonne qu'aucun détail ne soit révélé à la presse. Si on donne trop d'informations à la presse trop tôt, on se retrouve pris dans une effervescence dont le tueur en série finit toujours par se repaître. Les inspecteurs veulent également éviter que la population ne les noie sous un déluge d'informations. Ils passent donc un accord avec la presse. On avait conclu un marché avec la police. On devait attendre pour écrire la moindre chose sur le tueur. Attendre le feu vert des services de la police qui nous confirmerait qu'on avait bien un tueur en série sévissant dans la région de Phoenix. 2 semaines après le début de l'enquête, la police commence à progresser. Ils savent que les victimes sont des jeunes femmes noires et que par conséquent, le meurtrier est lui aussi certainement noir. De même, il doit avoir presque le même âge que ses victimes. Ils ont également pu réduire le champ d'investigation aux anciens ghettos noirs et aux camps de squatteurs environnants qui bordent les plantations de canne à sucre. Aux grandes dames de la police, jusque-là, toutes les scènes de crime ont été détruites par les flammes. Mais cela va bientôt changer. La découverte de la 11e victime marque un tournant capital dans cette enquête. C'était la 2e semaine de juillet. On a eu beaucoup de chance en découvrant ce corps intact. Il n'avait pas subi les incendies du système de moisson et la scène de crime était inviolée. Aucune autre unité n'y avait mis les pieds.
Pour nous, ça a été capital. C'était la première victime que toute l'équipe a pu voir de près, de ses propres yeux. La police peut enfin clairement établir le mode opératoire du tueur en série. En arrivant sur la scène de crime, on a trouvé le corps d'une femme noire. Il se décomposait depuis environ 2 semaines. Elle était étendue face contre terre, ses mains étaient attachées dans son dos par des liens très serrés. Ses pieds aussi étaient liés. On a tout de suite vu qu'elle avait été étranglée avec une ligature. C'est l'un des catalyseurs de l'enquête. Je veux dire par là que ça nous a tous reconcentrés sur l'importance de cette affaire. Et dans nos têtes, ça nous a permis d'appréhender un peu ce tueur. Il fallait arrêter cet homme. Forte de ces nouveaux indices, le docteur Mickey Pistorius, psychologue, décide de se rendre à Durban. Elle va tenter d'établir le profil du tueur en série. Pour cela, elle doit commencer par examiner le corps de la dernière victime en date. À la seconde où je suis arrivée à Durban, on m'a conduite à la morgue. J'ai passé la porte de la morgue et je me suis retrouvée physiquement confrontée à ces cadavres ovaires et aux légistes qui se tenaient là, des entrailles ou un cerveau à la main. Ça a été ma première confrontation à cette affaire. Le lendemain, Alan Alford emmène Mickey et son assistante dans les champs de canne à sucre. Elle va découvrir la scène de crime de ses propres yeux. Je voulais me faire mon propre sentiment, ma propre idée de ce tueur en série sans être polluée par les idées des autres. J'étais assise là et j'arrivais à bien visualiser tout ce qui s'était passé à cet endroit. J'ai commencé à prendre des notes. J'ai noté le déroulement des événements parce que j'entrais vraiment dans l'esprit du tueur. J'écrivais depuis son point de vue. Et c'était la première fois que, sur une affaire de crime en série, dès le début, j'ai écrit à la première personne. Ce sont les autres qui me l'ont fait remarquer. Je disais « je ». 11 jeunes femmes ont trouvé la mort, et les enquêteurs savent qu'ils doivent démasquer le tueur avant qu'il ne frappe à nouveau. Juillet 1997. La police criminelle de Durban traque un tueur en série sadique. Elle vient de retrouver sa 11e victime dans les champs de canne à sucre, à l'ouest de la ville. Les experts de la police rassemblent des informations sur un homme suspecté d'avoir commis des meurtres en série dans la région de Phoenix. Les experts établissent le profil du tueur en série présumé qui sévirait aux environs de Phoenix. Malgré les efforts de la police, à l'aube de la 3e semaine d'enquête, l'affaire est exposée dans tous les journaux. Une procession de une racoleuse suivra désormais le moindre mouvement de l'équipe d'enquêteurs. Ce qui rendait cette histoire absolument fascinante, c'était de se dire que dans cette ville où vivent 3 millions de personnes, il y avait cet homme qui prenait le plus grand soin à choisir des victimes d'une certaine taille, d'une certaine apparence. Il les emmenait dans les champs, il les tuait et il les attachait. Enfin, il leur enfonçait leurs sous-vêtements dans la bouche. Il leur faisait des choses indicibles et il l'a fait à de nombreuses reprises avec des tas de femmes. Et les corps étaient abandonnés là. Vous êtes en direct sur SAFM 104 à 107. Alors que la police poursuit son enquête sur le tueur en série présumé près de Durban, aucune information relative au suspect n'a encore été révélée. C'est dans ce climat électrique que Mickey Pistorius, psychologue et profileuse, commence à aider la police grâce à son don exceptionnel pour se mettre dans la peau du tueur. Elle a réussi à visualiser ce qui le pousse à attacher et bâillonner ses victimes. Elles sont inconscientes. Elles ne peuvent rien dire ni se défendre. Il n'est donc absolument pas nécessaire de les ligoter. Elles n'offrent aucune résistance. C'est donc un élément lié au fantasme. Il attachait leurs mains pour dire « ne me touche pas ». Il voulait donc éviter l'intimité. Il leur enfonçait du tissu dans la bouche, cela veut dire « ne parle pas ». Il faisait d'elles des objets. Il avait peur de ce que les femmes pouvaient dire et du mysticisme lié au contact et à l'intimité. Ça m'a tout de suite permis de penser comme lui.
Le profil de Mickey a confirmé nos soupçons quant au type d'homme que l'on recherchait. Par ailleurs, elle nous a fourni une méthode d'interrogation si nous devions un jour arrêter le suspect. Le profil qu'elle nous a envoyé confirmait que nous recherchions un homme noir, entre 30 et 40 ans et relativement solitaire. J'ai dit qu'il devait avoir des antécédents judiciaires, viol, cambriolage ou autres délits, parce qu'il avait un certain degré de sophistication dans le crime. J'ai pensé qu'il avait été au moins jusqu'au lycée, toujours à cause de cette sophistication. Ce n'étaient que des données démographiques très superficielles. Au niveau plus métaphysique, je recherchais un homme très en colère, un homme qui ressassait sa haine. Il avait des accès d'agressivité régulièrement. En bon psychopathe, il pouvait se montrer charmant envers les autres s'il voulait en obtenir quelque chose. Il avait une âme très sombre. Il détestait vraiment les femmes. Il leur vouait une haine dévorante. Un animal blessé, renfermé, très dangereux, évoluant dans un monde de ténèbres. Voilà ce que je cherchais. La première victime identifiée, Lengiwe Mfeka, avait suivi un inconnu qui lui avait promis un entretien d'embauche le 14 avril. Elle n'est jamais revenue. Voici Rachel Mfeka. Mais sa sœur va fournir des informations vitales à la police. Décrivez ses habits. Je me suis rendue au poste de police de Durban et ils m'ont demandé de décrire ma sœur pour les aider dans leur enquête. Je leur ai parlé de l'inconnu qui était venu chez nous et avait emmené notre sœur. Rachel va aider la police à établir le premier portrait robot du tueur, ce qui va s'avérer crucial. Rachel nous a donné une bonne description des caractéristiques physiques du suspect. On partait d'une toile vierge, et c'est un peu comme si on commençait à esquisser différentes parties de son corps, le corps d'un individu inconnu. Grâce à Rachel, la police sait maintenant comment le tueur parvient à attirer ses victimes dans les champs de Cannes. Il s'attaque à des jeunes femmes au chômage vivant près du ghetto. Il leur promet qu'il sait où elles pourront trouver un travail. Puis ils débutent leur marche vers Durban, empruntant les routes poussiéreuses entre les champs de canne à sucre. Les enquêteurs ont déjà recensé 11 victimes confirmées. Mais alors qu'une image plus nette du tueur commence à émerger, la police craint que d'autres cadavres encore non localisés ne jonchent le sol des plantations de canne. On sait que les tueurs en série continuent de tuer, et tant qu'il ne sera pas arrêté ou tué, il va poursuivre son massacre. On savait que notre suspect continuait de tuer, mais on ne trouvait plus aucun corps. Alors à la fin du mois de juillet, on a décidé de faire appel à des maîtres chiens, avec des limiers spécialement entraînés à la recherche de cadavres. La brigade canine commence ses recherches sur la scène de crime précédente et se déploie de manière méthodique. Même dans leur pire cauchemar, les inspecteurs n'auraient pu imaginer les horreurs que ces recherches vont révéler. On trouve d'abord 2 corps supplémentaires. En inspectant ces scènes de crime, on a tout de suite vu que c'était bien l'œuvre de notre suspect. Le lendemain, les maîtres chiens retournent sur les lieux. Ils découvrent les corps en décomposition de 5 autres jeunes femmes noires. Ces 7 nouvelles victimes sont retrouvées très près les unes des autres. La concentration des victimes nous indiquait que le suspect sentait son pouvoir sur les femmes grandir. Elles n'étaient qu'à quelques mètres les unes des autres, ce qui nous a autorisé à penser que peut-être il montrait le cadavre de sa dernière victime à sa proie suivante avant de la tuer. Les corps étaient beaucoup moins décomposés. Cela voulait dire que le suspect était clairement en pleine escalade. Ses pulsions augmentaient. En analysant ces nombreuses scènes de crime, les enquêteurs se rendent compte que le tueur perfectionne sa technique. Je pense que ce tueur tuait en état d'excitation. Il avait un fort sens d'anticipation. Imaginez qu'on vous offre un gros cadeau. Il est devant vous et vous savez qu'à l'intérieur, il y a quelque chose que vous désirez de tout votre être. Imaginez que vous fassiez durer le moment de déballer ce cadeau et que vous ne laissez pas votre excitation vous pousser à arracher le papier cadeau. L'excitation se mêle à l'anticipation et il était plutôt dans cet état d'esprit au moment des meurtres. Certains de ces crimes sont très récents. Ils ont eu lieu il y a quelques jours tout au plus.
Mais l'équipe d'enquêteurs a besoin de déterminer avec précision la date de la mort de chaque victime pour essayer de détecter un mécanisme récurrent dans ces meurtres. Ils demandent donc l'aide de l'entomologiste Mervyn Mansell. Il va observer le cycle de vie des insectes qui ont colonisé les cadavres en décomposition. L'entomologie est utile, car les insectes trouvés sur les scènes de crime sont des indicateurs biologiques de l'intervalle écoulé depuis la mort. Les insectes investissent le corps dans un ordre bien précis selon les stades de décomposition. Les premiers arrivés sont les plus importants, les mouches à viande. Ce sont elles qui nous donnent les informations les plus précises. Elles sont suivies par les coléoptères, ou plutôt les dermestes des peaux, et enfin les coléoptères des cheveux. En analysant l'âge des mouches à viande et des asticots larvés trouvés sur les corps, Mervyn Mansell parvient à donner l'heure de la mort au jour près, et pour les meurtres les plus récents, à quelques heures près. Quand on se rend sur une scène de crime, on a recours à un filet à insectes ordinaire pour capturer les spécimens d'insectes volants présents sur place. Ensuite, on cherche les plus gros vers, puisqu'à l'évidence, ce sont les plus vieux, et donc les premiers à avoir été en contact avec le corps. On prélève aussi un autre spécimen de ver que l'on va maintenir en vie et ramener dans notre laboratoire où on va l'élever. Tout ça parce que la chose la plus importante de toutes, c'est de déterminer à quelle espèce on a affaire. Quand on sait de quelle espèce il s'agit, on a déjà une très bonne idée de la biologie de cette espèce. C'est capital pour comprendre le processus de décomposition de chaque scène de crime. Cette analyse confirme les pires craintes de la police. Les attaques du meurtrier sont de plus en plus fréquentes. Il a maintenant assassiné 18 jeunes femmes. Et il est de plus en plus sûr de lui. Il n'hésite pas à réutiliser sans cesse les mêmes scènes de crime. Mais il semble qu'à mesure que ses pulsions meurtrières augmentent en fréquence, il devient imprudent. On a trouvé un mégot de cigarette sur une des scènes de crime. Cette découverte a tout de suite ajouté la possibilité d'une analyse ADN au dossier. Plus tard, une fois un suspect arrêté, cela nous permettrait de le lier à cette scène de crime en particulier. Cette découverte d'un mégot de cigarette était une preuve capitale, et telle qu'on n'en avait encore jamais trouvé. Veldhuizen fait déployer des unités d'intervention qui vont quadriller les champs dans l'espoir de prendre le tueur sur le fait. Mais malgré cela, le meurtrier fait une nouvelle victime, la 19e inscrite à son palmarès. Mais lors de ce meurtre, il a commis une erreur fatale. Le 5 août, on m'a envoyé sur une nouvelle scène de crime. C'était là, dans les champs de canne à sucre. La victime était une femme noire qui semblait avoir une petite vingtaine d'années. Elle était à demi nue, étendue face contre terre. Et rien qu'en regardant le corps et les lieux, on pouvait estimer qu'elle avait été tuée 2 à 3 jours plus tôt. Sous le corps de la victime, Bushi Singh découvre 2 préservatifs usagés contenant du sperme. Pour moi, la découverte des préservatifs sur la scène de crime indiquait qu'ils se laissaient aller. Tôt ou tard, ils finissent tous par commettre des erreurs. Je crois que ce moment était arrivé pour lui. Il savait que la police le recherchait en vain. Ça l'a rendu arrogant et il a pris moins de précautions. La découverte du préservatif près du corps de sa dernière victime en date a été un moment crucial dans notre enquête. Le fluide dans ces préservatifs fournira à la police le code génétique du tueur. L'étau se resserre autour de l'étrangleur de Phoenix. En moins de 48 heures, les experts médico-légaux parviennent à établir un profil génétique à partir du sperme retrouvé. Mais l'ADN ne saurait donner le nom du meurtrier. Les inspecteurs doivent donc éplucher un à un des tas de dossiers anciens, espérant y découvrir un suspect. On a examiné des vieux dossiers d'affaires classés et ça nous a permis de repérer une affaire en particulier. La victime avait été agressée dans des circonstances assez similaires. L'affaire en question n'est jamais passée devant un juge, mais le plus important, c'est que la police détient toujours l'échantillon de sang prélevé sur l'agresseur. À ce stade, on avait 3 atouts. On avait le sperme des préservatifs retrouvé près de la dernière victime. On avait le mégot de cigarette retrouvé près d'une victime antérieure, qui lui aussi était porteur d'ADN. Et enfin, on avait l'échantillon de sang prélevé dans l'affaire de tentative de viol. Combinés, ces 3 éléments nous ont donné un nom.
La police espère pouvoir enfin mettre un terme à cette vague de meurtres qui a coûté la vie à 19 jeunes femmes. Elle est enfin en mesure de démasquer l'étrangleur de Phoenix. On nous a transmis le nom du suspect. Sipo Agmatir Twala. Il ne lui reste plus maintenant qu'à le capturer. La police ne met que quelques jours à localiser Sipo Twala. Il vit à Bestas, un camp de squatteurs qui surplombe les champs de Cannes. Là-bas, les rues n'ont pas de nom, les maisons pas de numéro. Ce camp est bien connu, véritable labyrinthe de ruelles et de taudis où la loi n'a guère droit de citer. Il serait beaucoup trop dangereux d'y tenter une arrestation en plein jour. La police décide que par sécurité, il faut intervenir aux toutes premières lueurs du jour, alors que la communauté est encore endormie. Le matin où nous sommes partis arrêter Sipo Twala, on s'est séparés. Philippe et Bouchy accompagnaient une unité d'intervention. Ils se sont approchés de la maison. Je suis resté en arrière avec l'autre moitié de l'équipe. J'avais à mes côtés le docteur Mickey Pastorius et tous les techniciens de l'identité judiciaire. Philippe Veldhuizen et Bouchy Singh s'approchent de la baraque de Twala. Ils sont suivis par des officiers armés, détachés par l'unité d'intervention spéciale, ainsi qu'un interprète zoulou. Le périmètre du camp tout entier est encadré par des policiers anti-émeutes. Toute l'équipe avait travaillé des heures et des heures. On était épuisés aussi bien physiquement que mentalement. Mais je crois qu'à ce moment-là, c'est l'adrénaline qui nous faisait avancer. Dans la culture zoulou, quand on est dans une pièce fermée, on va aller déverrouiller la porte. Mais on ne l'ouvrira pas. C'est ce que Sipo a fait. Vous êtes en état d'arrestation. Twala semble étonné de trouver la police sur le pas de sa porte. Mais il ne résiste pas à l'arrestation. C'est évident, nous étions tous extrêmement heureux de voir toutes ces heures de dur labeur porter leurs fruits. On sentait que l'affaire serait bientôt terminée. C'était très exaltant, une joie intense, de l'euphorie. J'aurais du mal à décrire ce que j'ai ressenti lorsque j'ai posé les yeux sur Sipo pour la première fois. Je l'ai regardé dans les yeux, il a regardé vers moi et on aurait dit un animal pris au piège. Je l'ai lu dans son regard. Et quelque part, je l'ai reconnu. J'ai su que oui, c'était vraiment lui le meurtrier. En fouillant la maison de Sipo, la police va découvrir une quantité incroyable de preuves à charge. Une des choses les plus frappantes dans cette maison, c'était cette quantité invraisemblable de vêtements féminins, y compris des sous-vêtements. Il y avait de la lingerie, des jupons, toutes sortes de choses, ça m'a vraiment frappé. En voyant tous ces vêtements féminins, j'ai pensé que c'était comme trouver une caverne au trésor, remplie de preuves. Et dans ces circonstances, l'esprit est aiguisé. J'ai donc remarqué les montres de femmes alignées près de son lit. Ajoutées à tous les vêtements, je me suis dit, bingo. Mais la police n'a pas encore tout découvert. C'était un petit sac d'écolier. Les écoliers des classes les plus modestes utilisent souvent ce modèle. Et ce sac était bourré de ligatures en tissu. La présence de ces ligatures montre que Twala s'entraîne à serrer des liens avant de choisir sa victime. Mais la preuve la plus accablante est celle qui lie directement Twala à l'un des meurtres. Une des preuves les plus concluantes qu'on ait trouvées était ce pantalon pour homme qui appartenait au suspect. À la fin, on a pu confirmer qu'il présentait des taches de sang au niveau de l'aine, des taches de sang appartenant à une victime. L'étrangleur de Phoenix est enfin appréhendé. Mais que sera-t-il prêt à avouer à la police à propos de cette vague de crimes sauvages qui a laissé 19 jeunes femmes mortes dans son sillage? Afrique du Sud, 1997. La brigade criminelle de Durban a enfin arrêté un suspect pour les meurtres sadiques de 19 jeunes femmes. Je dois vous avertir que vous êtes en garde à vue parce que vous êtes soupçonné de meurtre.
Vous avez le droit de garder le silence, mais si vous choisissez... Miki Pistorius, la psychologue et profileuse de l'équipe, a maintenant l'occasion unique de tenter d'entrer dans l'esprit d'un tueur en série. J'ai des questions à vous poser. Il était calme. Il avait peur. Mais il n'était pas agressif du tout. Je crois qu'il ne s'attendait pas à ce qu'une femme l'interroge. Je pense qu'il s'attendait plutôt à un autre mâle agressif pour son interrogatoire. Je crois que ça l'a un peu désarçonné. Pour finir... Elle confronte Sipo Twala à l'abjecte réalité de ces crimes horribles. Je vais vous raconter l'histoire d'un homme qui aborde les jolies jeunes filles en leur promettant du travail. Il demande à la jeune fille de l'accompagner jusqu'à son lieu de travail. Mais pour y arriver, ils doivent traverser les champs du canne à sucre. En chemin, il bavarde gentiment avec la fille. Mais il est déjà en train d'imaginer comment il va la tuer. J'ai reconstitué tout le processus. Je visualisais chaque étape, comme si un film était projeté dans ma tête. Je lui ai raconté toute l'histoire. Il ramasse une pierre et frappe la victime à la tête, jusqu'à ce qu'elle soit étourdie. Il commence à la déshabiller. Ensuite, il va lui attacher les mains dans le dos. Puis il se retourne et soulève les jambes de la victime pour les attacher. Il fait le nœud sur le devant. Puis cet homme pénètre la fille tout en l'étranglant. C'est votre histoire, n'est-ce pas? Oui. C'est moi l'homme de votre histoire. J'ai tué ces femmes dans les champs de canne. Au cours de son interrogatoire, Sipo Twala a avoué 19 meurtres. Mais il est probable qu'il ait fait plus de victimes. À un moment donné, il a même montré comment il ligotait ses victimes en le faisant sur l'interprète. Il était très fier de pouvoir décrire les vêtements de certaines victimes en détail. Il a facilement admis avoir tué beaucoup de femmes. Vous rappelez-vous la première femme que vous avez emmenée dans les champs de canne? Je ne me rappelle pas de la date. C'était dans un champ de canne à sucre, pas loin de Phoenix. Je lui ai franchement posé la question. Qui vous a fait tant de mal pour que vous tuiez ces femmes? Il a répondu que sa petite amie lui avait dit qu'elle avait avorté de leur bébé. Et c'était parfaitement logique pour moi. Ce sont des mots sortis de la bouche d'une femme qui l'ont blessé. C'est pour ça qu'il leur enfonçait du tissu dans la bouche. Seules 8 des 19 victimes de Twala ont pu être identifiées à ce jour. Les autres seront enterrées dans des tombes anonymes. Elles sont les victimes oubliées du règne de terreur instauré par Twala. Et la dernière fille dont vous vous souvenez, c'est qui? Je ne connaissais pas son nom. Que s'est-il passé? On s'est arrêté à la Maison Blanche, à Phoenix. On s'est disputé un bon moment. Puis je l'ai maîtrisé. Et je l'ai tué. Comment? Je sais pas. Je l'ai prise par les bras. Je l'ai maîtrisée. Et je l'ai étranglée. Avant de perdre connaissance, elle m'a dit quelque chose. Alors que j'étais en train de lui faire ça, que j'étais en train de lui faire mal, elle m'a dit qu'après sa mort, son âme m'attendrait. Le 31 mars 1999, au tribunal de grande instance de Durban, Sipo Twala est reconnu coupable de 16 chefs d'accusation de meurtre, d'une tentative de meurtre, de 3 viols et de 7 agressions sexuelles. Il est condamné à 506 années de réclusion. Il purge actuellement sa peine au pénitencier haute sécurité de Pretoria. Tous ceux qui ont été impliqués dans cette affaire ont encore parfois du mal à vivre avec les horreurs dont ils ont été témoins. Cette enquête a eu un impact psychologique très lourd sur moi. Je fais toujours des cauchemars. Et je pense souvent à l'affaire. Ça m'émeut énormément.
Mais ça a été une expérience gratifiante. Je crois que si un jour je le rencontrais, je le tuerais. Il mérite de mourir. Il a tué ma fille.